Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire de présentation qui s'intitule Rénovation énergétique, comprendre l'écosystème pour mieux se reconvertir. Donc, merci d'être avec nous ce midi. Je vais tout d'abord nous présenter pour vous présenter un peu ce webinaire. Donc, il sera découverte de l'écosystème et on fait un focus, c'est ça que je vais vous dire en introduction, on fait un focus en fait sur le parcours rénovation en maison individuelle et le métier de conseiller. Donc, on va essayer de voir un peu comment cet écosystème fonctionne, mais en 1 heure et demie, clairement, nous n'aurons pas le temps de voir l'entièreté de tout cet écosystème. Donc, c'est un petit avant-goût. C'est aussi l'occasion pour vous de découvrir Michael Rabillet, qui est formatrice chez nous et enfin, que je laisserai se présenter, qui a d'autres fonctions. Et on va donc se concentrer sur certains parcours. Pour me présenter très rapidement, donc moi je suis Laurie Prelorenzo, je suis responsable formation à l'ASDER. Actuellement, je suis responsable de la formation conseiller accompagnateur rénovation. Je suis à l'ASDER depuis 2019 et je serai avec vous aujourd'hui pour vous présenter cette formation, mais aussi l'ASDER, où est-ce qu'on est basé, ce qu'on fait, comment on fonctionne, nos valeurs, etc. Je vais laisser Michael Rabillet se présenter. Bonjour à toutes et tous. Donc, Michael Rabillet, moi je suis responsable du pôle accompagnement des particuliers à l'ASDER, donc une équipe de 8 conseillers et conseillères qui font du conseil auprès des particuliers en projet de rénovation. Et je suis également responsable du pôle animation, puisque évidemment pour faciliter le passage à l'action, il faut aussi sensibiliser les personnes et le maximum de personnes. Voilà, et j'interviens également beaucoup à la formation CAR, hein, donc si vous participez à cette formation, on aura l'occasion de se voir assez souvent. Oui, parce que Michael est en effet en charge de présenter un peu plus longuement l'écosystème de la rénovation aux stagiaires. Elle vous accompagne aussi sur la stratégie de rénovation, sur la présentation des scénarios de transition énergétique. Et je crois que c'est tout, hein, c'est déjà pas mal. Elle vous fait des mises en situation aussi. Très bien. Pour commencer. Donc, pour dessiner un peu plus les contours plus précisément de ce webinaire, très très rapidement, donc l'idée de départ de ce webinaire, c'était de vous aider, vous, personnes en projet de reconversion, à vous projeter un peu dans cet écosystème qui est très complexe, surtout quand on ne le connaît pas, qu'on débarque un petit peu et qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, c'est pour mettre un pied d'ores et déjà dans cet écosystème, pour commencer à comprendre ses contours un peu mieux, et aussi pour mettre un pied dans la formation, grâce à donc Michael qui est là avec nous aujourd'hui, euh, et qui est donc formatrice de la formation. Elle travaille dans le domaine depuis 20 ans, Michael, donc c'est une excellente personne ressource. Donc vous pourrez nous poser vos questions et surtout à elle sur le contexte de la rénovation énergétique, qui fait quoi, le rôle central des conseillers, qui sera le fil rouge de notre formation, de notre webinaire. Je vous présenterai aussi la formation. Il y aura un temps de questions et réponses, mais je vais commencer par la présentation de l'ASDER. Donc l'ASDER, on est donc une structure engagée pour la transition énergétique. Donc l'ASDER, on est une association de loi 1901. On existe depuis 1981, que ce soit pour nos deux missions. Donc comme vous le voyez, on a deux casquettes. Donc on a la casquette École du bâtiment durable qui vous intéresse un peu plus aujourd'hui et la casquette Service local de l'énergie, mais qui est aussi très intéressante parce qu'elle a un lien très direct avec l'École du bâtiment durable. L'école du bâtiment durable, je la présenterai un peu plus en détail après. Pour vous présenter l'ASDER, donc nous, on est basé à Chambéry, même si on a des partenariats un peu dans toute la France avec d'autres organismes de formation qui nous permettent de dispenser certaines de nos formations dans d'autres régions. On existe du coup depuis 40 ans et dès le début, il y a une spécialisation dans l'éco-construction, la rénovation performante, les énergies renouvelables, qui sont donc du coup vraiment notre cœur de métier. On a une vraie expérience du milieu, du coup, et un vrai réseau depuis le temps qu'on est là. On a une équipe de 65, 63 ou 65 collaborateurs, 65, je crois. Et pour vous présenter un peu plus le service local de l'énergie avant de passer à l'école du bâtiment durable, le service local de l'énergie, un- c'est la mission qui va accompagner les particuliers, les copropriétés, les collectivités
dans leurs projets de rénovation performante et de transition énergétique aussi pour les collectivités. C'est le pôle dont Michael fait partie et c'est très intéressant pour nous parce que du coup, il y a aussi des conseillers qui accompagnent les personnes individuelles donc, ou d'autres, et d'ailleurs des métiers aussi de collectivité, de copropriété. Donc, ils ont vraiment une vraie expérience de terrain et on a vraiment un lien direct avec eux pour aussi, ça nous permet d'avoir une vision métier, nous, en tant qu'organisme de formation, c'est vraiment assez riche. Sur le service local d'énergie, il y a aussi de l'animation scolaire et des organisations de conférences, de visites, des participations à des forums et salons. Donc ça, c'est aussi toute une partie en fait sensibilisation du public à nos sujets. L'école du bâtiment durable, avant de passer à la présentation de l'écosystème de la rénovation énergétique. Donc, pour vous présenter un peu plus cette école, donc c'est un organisme de formation. On est également CFA, donc ce centre de formation par l'apprentissage. On a plusieurs types de formations, donc des formations pour apprendre un métier ou se reconvertir. Donc, on a des formations du CAP au Bac+5. Ça va de la mise en œuvre, ça va de l'ouvrier professionnel en éco-construction à l'expert de la transition énergétique. Je vous invite à aller sur notre site si vous voulez un peu plus d'informations ou à nous appeler si vous voulez aller un peu plus loin sur la découverte de ces formations. Voilà, donc de nombreux métiers, comme je vous le disais, de la mise en œuvre, du conseil, de l'accompagnement, de la coordination de projet. Donc nous, notre cœur de métier, encore une fois, tous ces métiers-là, c'est sur la transition énergétique et plus particulièrement l'accompagnement à la rénovation performante. Et on a également des formations courtes. Donc là, les formations courtes, c'est plutôt des thématiques pour monter en compétences, donc qui s'adressent dans la grande majorité à des professionnels du terrain qui souhaitent avoir plus d'informations, qui souhaitent ajouter une corde à leur arc sur les énergies renouvelables, sur la sobriété, l'éco-construction, les bases de la rénovation performante, etc. Et je donne la main à Mika. Alors voilà, donc l'idée ce midi, c'est de vous donner un petit avant-goût et puis surtout de peut-être vous repérer, comme disait Laurie, dans ce vaste monde de la rénovation énergétique où de nombreux acteurs sont quand même présents sur ce modèle-là. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'y retrouver. On le voit dans les personnes qui participent à nos formations, mais également dans nos partenaires. Voilà, on a de multiples partenaires et c'est l'idée de ce midi de pouvoir un peu vous préciser tout ça et que vous puissiez connaître tout ça avant de vous engager dans la formation. Tu peux passer la diapo. On va commencer par un petit quiz d'échauffement parce qu'on aime bien vous mettre un petit peu en jambes et vous redynamiser avant de nous écouter. L'idée, c'est de se redire pourquoi on est là. Alors, ce quiz, c'est une question seulement. Vous allez pouvoir lever le pouce pour dire sur quel pourcentage vous mettriez cette question. Laurie, tu peux passer la question. Quelle part de la consommation d'énergie en France représente le résidentiel? Donc, le résidentiel, l'habitat. Est-ce que aujourd'hui, sur la part de la consommation d'énergie, hein, et non pas des émissions de gaz à effet de serre, pour vous, l'habitat, c'est 18% des consommations, c'est 75% ou c'est 31%? Alors, soit vous l'écrivez dans le chat, soit vous mettez un pouce pour les 18%. On est parti sur les 18. Alors, réponse C dans le chat, réponse B. On va essayer de dégager une majorité. Réponse C. A. OK. Il vous reste 10 secondes. On a quelques A, quelques B et majoritairement des C. Et C, tu peux passer la diapo, Laurie, effectivement. Autour de 30%, hein, on est à 30% de la consommation d'énergie finale sur le résidentiel. Alors pourquoi commencer par cette diapo pour vous dire que si on est là, si vous êtes là, c'est à la fois parce qu'on a des consciences écologiques, j'imagine, et de l'état de la planète et du besoin de transition énergétique, mais aussi parce que le sujet de l'habitat est vraiment un sujet pertinent quand on veut essayer de faire évoluer ces émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale. Donc voilà, c'était pour vous resituer un petit peu ça. L'industrie qu'on a tendance à fustiger
Souvent, nous, en tous les cas, on intervient auprès des particuliers, des citoyens, c'est de se dire, les réponses qu'on a, c'est oui, mais nous, c'est un peu une petite goutte d'eau ce qu'on va faire. Et finalement, si les industriels faisaient des efforts, ben, en fait, ils en font déjà. Alors peut-être qu'ils peuvent en faire encore, mais ils en font déjà depuis pas mal d'années. Et ils ne sont pas si consommateurs d'énergie, ils sont autour de 19%. Donc le résidentiel et le transport, c'est vraiment des lieux sur lesquels, en tout cas des impacts sur lesquels nous, on peut vraiment agir dans notre quotidien et on peut aider les gens à agir. Donc voilà, mettons ça vraiment en exergue, qu'on a vraiment encore une part d'action possible. Alors les Il y a une enjeux, question, ouais, Mika, sur pardon, ce point-là, je pense qu'on peut la prendre maintenant. C'est la question, c'est est-ce que c'est seulement sur l'usage des bâtiments ou est-ce que ça inclut la construction, ces chiffres? c'est seulement sur l'usage, ouais, pour cette consommation. Sans inclure effectivement la construction qui est... Alors la construction, aujourd'hui, on n'est pas sur de grandes parts de construction, hein, puisque on va dire que l'essentiel du bâti à l'horizon 2050, pour loger toutes les personnes à 2050, est déjà construit. Il reste plus grand-chose à construire. En tout cas, il n'y a plus de besoin. Donc, on le voit bien, hein, il y a beaucoup moins de construction. Donc, il y a tout un bâti à rénover, ça c'est certain. Et c'est pour ça aussi que ce résidentiel, il consomme beaucoup, c'est il a parmi lui beaucoup de passoires énergétiques. On va passer à la diapo suivante. Donc, on a des enjeux de consommation d'énergie et donc d'émissions de gaz à effet de serre et d'impact sur le dérèglement climatique quand on va toucher au bâtiment. Mais on a des enjeux qui sont encore plus macro, on va dire, qui sont des enjeux de société dans son ensemble, donc de dignité, de lien social. C'est très important. L'habitat, c'est quand même l'endroit où on se réfugie, l'endroit où on est censé être cocoon et plutôt bien. Et on s'aperçoit que la part des ménages en précarité énergétique notamment est de plus en plus importante dans nos pays européens. Donc voilà, c'est vraiment un fort impact, l'aspect lien social et dignité. Et puis l'aspect confort énergétique, évidemment. On a une part de la population qui vieillit, hein, de plus en plus, une part de cette population qui va et vieillir de plus en plus et vivre de plus en plus longtemps. Mais l'idée, c'est qu'elle puisse vivre bien et dans des logements confortables le plus longtemps possible, sans partir dans des logements collectifs type EHPAD ou autre. Donc voilà, il y a vraiment une notion de société dans son ensemble, dans l'habitat, qui est assez primordiale. Et puis, quand on dit passoire énergétique, on parle aussi part de l'énergie, du budget énergie dans la part des ménages. Et on s'aperçoit que c'est quand même une part de plus en plus importante. Alors, on ne comprend pas ce que c'est le mot dignité. Alors, quand on parle de dignité dans ce cas-là, on prend l'exemple notamment quand on est quand on est dans un logement ou quand on est en précarité énergétique ou dans une passoire énergétique, on peut avoir si je peux donner un exemple concret, des enfants qui vont pas oser inviter leurs copains à leur anniversaire, par exemple, parce qu'ils habitent dans un logement qui ne leur permet pas d'être suffisamment à l'aise avec ça et fiers du lieu dans lequel ils habitent. Donc, la dignité, c'est que, mine de rien, on est quand même assez en lien avec, ça fait partie des choses qu'on pose comme question quand on rencontre des gens, c'est souvent le métier et le lieu d'habitation ou le type d'habitation. Et donc voilà, il y a ce lien fort de reconnaissance, on va dire, via le lieu d'habitation. Ça répond? Super. On peut passer du coup, donc des enjeux de confort et de dignité et de lien social, mais des enjeux aussi liés à la réglementation qui fait bien bouger les choses, mine de rien, hein. Si on regarde notamment ces fameuses réglementations qui ont évolué tout au fil du temps et qui ont suivi aussi notamment les crises énergétiques ou les crises pétrolières, eh bien, il y a eu des réglementations thermiques qui ont vraiment suivi les crises et qui ont permis de faire évoluer le bâtiment en termes de consommation d'énergie. Et là, c'est ce qui va certainement se passer dans les années qui vont arriver avec ces réglementations qui vont mettre vraiment les personnes en obligation de louer un logement décent
pour la mise en location, avec, vous voyez, les classes de logements du DPE qui vont aller de plus en plus vers le positif. Donc c'est plutôt bien. Nous, on le voit aujourd'hui, il y a un impact hein, de ces réglementations, puisqu'il y a des bailleurs qui viennent nous voir en disant, voilà, j'ai cet objectif 2025 ou 2028, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir continuer à louer mon logement et quelles évolutions, quelles rénovations je peux mettre en place avec alors, des logements dans lesquels c'est pas toujours évident. Euh, Laurie, tu dessines sur le diaporama. C'est étrange. Non, c'est pas moi, je pense que c'est quelqu'un d'autre. Moi, j'essaie de le gommer au fur et à Ah, mesure ok. que ça apparaît. Arrêtez de jouer avec vos souris. Euh, voilà. Donc, autre volet, voilà, cette réglementation qui fait quand même bien bouger les choses aussi. On peut passer, madame. Et puis, ben, la rénovation, hein, ce pourquoi nous, aujourd'hui, à la fois on agit au service local de l'énergie, mais également on forme les différentes personnes en reconversion. Ben, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, 70 à 90% des logements à horizon 2050 sont déjà là. Ils sont soit déjà présents, mais ils ont besoin de reconversion dans le sens, ben, ce sont des logements qui sont, enfin, des lieux qui ne sont pas forcément des logements ou des logements vacants. On en a quand même énormément dans nos villes et dans nos territoires. Et puis, aujourd'hui, ce qu'on sait aussi, c'est qu'on a vraiment intérêt à aller vers ces réhabilitations. Alors, on peut réhabiliter des logements vacants, on peut aussi redynamiser des centres anciens. On peut aussi créer des logements dans des maisons qui sont beaucoup trop grandes pour des familles qui vont avoir les enfants qui vont partir, par exemple, habiter leur propre logement et réfléchir à des rénovations qui permettent de densifier l'habitat. Et ça, c'est vraiment important dans les différents scénarios de transition énergétique à horizon 2050. On voit cette notion de densification de l'habitat et voilà, l'habitat, il est là, il est présent, il est juste pas suffisamment euh, utilisé pour que ce soit intéressant. En ayant en tête que la rénovation est beaucoup plus sobre que la construction hein, en termes de consommation d'énergie. On parle d'énergie grise dans ces cas-là, hein, d'énergie complète. Et ça consomme 3 fois moins d'énergie de rénover de manière performante un logement que de le construire. Donc c'est d'où l'intérêt vraiment de viser cette rénovation. Alors, dans tout ça, donc, on voit l'intérêt qu'on a à avoir quand même ce sujet en tête de la rénovation. Et eh bien, comme c'est un sujet qui porte beaucoup, on a de nombreux acteurs qui sont présents. Euh, les plus importants, eh bien, c'est nous, hein, c'est les espaces conseils France Rénov', notamment, donc qui sont pour la Savoie, c'est porté hein, par l'ASER, le Conseil France Rénov'. Vous l'avez peut-être, vous le connaissez, j'espère, à l'échelle nationale. France Rénov', c'est un dispositif qui est porté par l'ANA, qui était avant les espaces Info Énergie, les espaces Fer. On a changé beaucoup de noms ces dernières années, mais peu importe. L'idée aujourd'hui, c'est que c'est porté par l'ANA, donc l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat alors qu'avant c'était porté par l'ADEME. Donc on est vraiment dans la notion d'habitat aujourd'hui avec cette compétence de l'ANA. On n'est pas tout seul sur ce conseil aux particuliers puisqu'on a nos collègues de l'ADIL qui sont qui vont être plutôt des juristes et qui vont également conseiller les gens, mais on va être sur des liens locataires-bailleurs et sur l'aspect juridique, notamment des contrats ou des difficultés qu'il peut y avoir entre des bailleurs et des locataires. Et puis on a également le CAUE, donc c'est le conseil d'architecture qui regroupe tous les architectes conseils qui vont travailler auprès des communes, au plus près des communes et qui vont également faire du conseil gratuit auprès des particuliers. Ces 3 organismes que nous sommes, au plus proche des particuliers, ça peut être assimilé à du service public puisque ben, c'est gratuit pour les particuliers et c'est complètement indépendant de tout organisme privé. Donc, dans ce domaine de la rénovation, c'est vraiment important cette indépendance, puisque on est tous sujets à des appels téléphoniques quotidiens qui sont d'ailleurs interdits. Hein, le démarchage téléphonique est interdit sur ce sujet-là, mais sur le sujet de la rénovation, on est vraiment fortement démarché par des organismes privés.
et qui font beaucoup de mal, hein, parce que ça fait peur à de nombreux particuliers de se lancer dans ce sujet-là, dans le sujet de la rénovation. Mais voilà, là, c'est vraiment trois organismes services publics qui vont être une base, un socle pour les particuliers. Ensuite, on va avoir les collectivités. Alors les collectivités, donc on les appelle souvent les EPCI parce qu'on peut avoir des communes, des communautés de communes, des syndicats mixtes, tous les systèmes au plus proche des habitants, hein, au plus proche des communes, qui vont pouvoir, eh bien, porter par exemple le conseil architectural pour certaines, financer notre service France Rénov pour d'autres. Nous, on est financé par l'ANA, mais également par les collectivités, hein, les communautés de communes, mais aussi porter des dispositifs locaux, soit d'accompagnement, soit d'aide financière pour les particuliers qui vont se lancer dans des projets de rénovation. Savoir que les collectivités vont vraiment être toujours sur le volet de la rénovation également ou de la lutte contre la précarité énergétique. C'est vraiment leur spécificité et leur domaine de compétences. Autre acteur qu'on va trouver, eh bien, les professionnels de l'énergie, en tout cas les fournisseurs et distributeurs, qui sont pour le coup de plus en plus nombreux côté fournisseurs, puisque aujourd'hui on peut choisir son fournisseur d'énergie et on peut eh bien aller se renseigner pour avoir un fournisseur qu'on choisit et qu'on peut. Vous pouvez aller sur le site d'ailleurs si vous posez ces questions-là qui s'appelle le médiateur de l'énergie, où là on va pouvoir choisir son fournisseur d'électricité ou de gaz, notamment en fonction de certains critères qui peuvent être des critères économiques, mais qui peuvent être des critères écologiques également, et trouver un fournisseur qui nous convient. Cette ouverture des marchés a beaucoup changé la donne pour les particuliers et pour leur prise en compte finalement de ce choix d'énergie qu'il est tout à fait possible d'avoir aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut les trouver? Je regarde le chat, les questions en même temps. Du coup, Laurie, où est-ce qu'on peut les trouver, les fournisseurs d'énergie? Donc, le site, c'est le médiateur de l'énergie. Et sur le site du médiateur de l'énergie, qui est un site réglementaire, hein, enfin étatique, on va dire, vous avez des comparateurs. Voilà. Et c'est plutôt bien fait, puisque vous pouvez mettre vos critères économiques, écologiques, locaux, etc. pour les fournisseurs. On peut typiquement trouver un fournisseur de gaz de biométhane produit en Bretagne et acheter son gaz en utilisant le réseau gaz national, hein, mais en utilisant le même transport de gaz, mais acheter son gaz vert à un fournisseur breton, par exemple. Et puis ben, les professionnels du bâtiment qui sont aussi autour de toute cette nébuleuse, cet écosystème, et qui sont nombreux, ces professionnels, puisqu'on va avoir les artisans qu'on connaît bien, c'est les premiers auxquels on pense. Mais en amont des artisans, on peut avoir des architectes ou de la maîtrise d'œuvre. Donc, maîtrise d'œuvre, c'est quelqu'un qui va accompagner avec son regard extérieur le chantier, qui va pouvoir euh, proposer une liste d'artisans et des artisans qu'il connaît, qui va pouvoir aider à des visites de cours de chantier. Donc, voilà, qui va vraiment faire l'accompagnement chantier. On a également des diagnostiqueurs qui sont encore un petit peu plus en amont. J'achète une maison, je veux connaître ses consommations d'énergie et éventuellement avoir des scénarios de travaux permettant de consommer moins. Et bien, je vais faire appel à un diagnostiqueur immobilier qui va pouvoir faire soit un simple DPE, soit un audit énergétique qui est un niveau un peu plus précis. Les exploitants, là, on est plus sur des bâtiments collectifs, hein, les exploitants, notamment au niveau de l'énergie. Et puis, ben, tout ce qui est maîtrise d'usage, ça, c'est un peu un nouveau métier qui vient un petit peu après. C'est quand on a un bâtiment avec différents habitants de ce bâtiment, un bâtiment qui a été rénové et on va essayer d'apprendre à l'utiliser correctement pour éviter ce qu'on appelle les effets rebonds. C'est-à-dire, ben, on a mis des panneaux solaires sur notre copropriété et du coup on passe un petit peu plus de temps sous la douche parce que quand même c'est de l'eau chaude solaire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond et la maîtrise d'usage, c'est ça, c'est ce qui aide à appréhender un bâtiment après rénovation souvent.
Et puis les accompagnateurs rénov', alors ça c'est un nouveau métier hein, qui existe depuis 2 ans maintenant. On y viendra un petit peu plus précisément quand on parlera de l'accompagnement des particuliers. L'accompagnateur rénov', il est venu spécifiquement pour accompagner les gens dans un projet de rénovation d'ampleur et en lien avec des aides financières associées. Donc c'est né il y a 2 ans pour ça, hein, pour les rénovations d'ampleur. On a, nous, eu des formations qui ont permis à des gens d'être accompagnateurs rénov'. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a une petite pause de l'ANA sur les aides à la rénovation d'ampleur et qui sont maintenant vraiment axées sur les ménages très modestes. Donc on attend début janvier pour savoir un petit peu plus de la suite. Et donc ces personnes qui sont accompagnateurs rénov' et qui se sont vraiment fortement développées ces 2 dernières années sont un petit peu en attente de la suite puisque elles ont des métiers en fort lien avec les aides financières à la rénovation. Voilà, et puis les autres, toujours dans ce monde-là, on a les professionnels de l'immobilier qui sont encore en amont, c'est-à-dire au moment de la transaction plutôt, donc de l'achat ou de la vente d'un bien, et bah, les agences immobilières, les notaires, les syndics, les banques, ce monde-là, on travaille nous également avec eux pour les associer à la rénovation et à la réflexion pour faciliter, on va dire, la rénovation. Donc les agences immobilières, on les forme notamment pour bah, leur permettre d'être assez transparents du mieux qu'elles peuvent dans leur métier parce que c'est quand même pas, c'est pas leur, c'est pas si simple que ça pour eux, en tout cas pour la vente, mais en tout cas d'essayer d'aider les gens à avoir une vision, de se dire, bah voilà, j'achète une maison des années 50, mais il faut quand même que je pense que dans mon budget, il y aura X milliers d'euros au mètre carré à ajouter pour que cette maison soit à des critères de niveau de performance suffisants pour y habiter. Donc voilà, ils ont besoin d'avoir ces visions-là, hein. Ils sont spécialistes de l'immobilier, mais pas de la rénovation, parce que c'est encore autre chose. Et côté banque, eh ben, c'est toujours de faciliter aussi les prêts, les éco-prêts, les prêts à la rénovation et puis les prêts qui permettent d'attendre les aides financières éventuellement. Donc, ils ont aussi besoin de comprendre tout ça. Et les banques, l'idée, c'est de leur faire comprendre aussi que un bien dans lequel on habite et qu'on va rénover de manière performante, eh bien, on aura un reste à charge mensuel qui sera beaucoup moins important et d'essayer de tenir compte de ce reste à charge qui va fortement diminuer sur les 20 prochaines années de vie de la maison et d'en tenir compte dans le prêt notamment. Donc ça aussi, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de fonctionner comme ça, donc c'est intéressant de travailler avec eux sur ces sujets-là. Alors voilà, les étapes d'un projet de rénovation, on va avoir tout ce petit monde-là. Tu peux cliquer, Laurie, peut-être pour voir qui se place où. Donc ECFR, c'est pour Espace France Rénov'. Donc ça, c'était pour vous montrer qu'on est partout, vraiment partout. On est partout, pourquoi? Parce que les gens, ils ont besoin de nous à de nombreuses étapes de leur réflexion autour de leur projet de rénovation. Un projet de rénovation, aujourd'hui, en copropriété, on est sur 2 ans et demi à 3 ans entre le début de la réflexion et puis le passage aux travaux, si tout va bien. Chez les particuliers, c'est un peu plus rapide, mais on est quand même autour d'1 an et demi entre le je réfléchis à mes travaux, j'essaie de définir mon projet, hein, la première étape, j'ai une idée. Du coup, je fais un état des lieux du logement, je réfléchis sur différents scénarios de travaux. Je rencontre l'espace Conseil France Rénov' et éventuellement l'accompagnateur Rénov' si je suis dans un projet de rénovation d'ampleur et que je coche toutes les cases pour les critères pour les aides à la rénovation. Ensuite, je vais choisir mes différents scénarios. Alors, je vais essayer d'identifier toutes les aides possibles et élaborer un plan de financement pour y voir un petit peu plus à long terme. Et je vais faire des devis. Et une fois que j'ai fait des devis, je vais revenir encore vers l'espace Conseil France Rénov' pour regarder les devis avec nous. Nous, on reste neutre hein, et le plus objectif possible pour accompagner les personnes. Donc la neutralité, ça impose qu'on ne va pas donner de nom, évidemment, d'entreprise. Par contre, on se permet d'accompagner les personnes pour aider au choix des devis. C'est très délicat
phase de choix des devis parce que c'est compliqué de s'y retrouver et de comparer vraiment des devis entre eux. Et donc, les personnes peuvent venir nous voir avec 2 à 3 devis et on va les aider à y voir plus clair et à faire leur choix en connaissance de cause. Ensuite, il y a toute la phase financement du projet. C'est là qu'on va avoir la banque, hein, notamment, hein, qui va être un acteur en parallèle. On réalise les travaux, on fait la réception de travaux et on peut suivre les consommations idéalement pour pouvoir avoir un retour qualitatif sur ce projet de rénovation. Donc, toute cette phase-là, ça peut prendre voilà, 1 an et demi. Et puis avec des phases voilà, de réflexion et de changement de projet et de changement de, on va dire, de phase de travaux qui peuvent avoir lieu aussi dans ces projets. Et en tous les cas, les gens ont vraiment besoin d'être rassurés tout au long de ce parcours. Et c'est vraiment le rôle de nos conseillers, hein, des conseillers que vous serez aussi. C'est vraiment un rôle de rassurer, d'expliquer, de vulgariser. Et du coup, voilà, le conseiller dans tout ça, qu'est-ce qu'il doit faire ou savoir faire, quel type de compétences, parce que on l'a vu, hein, c'est un domaine qui est quand même qui touche à beaucoup de sujets. On a parlé architecture, on a parlé financement, on a parlé rénovation thermique, on a parlé plan de financement, aide financière, donc ça fait beaucoup de sujets. Euh, alors, quelles connaissances on doit avoir dans notre boîte à outils? Donc, on est quand même à la base, tous les conseillers, en tous les cas, France Rénov de l'ASDER, mais sur d'autres collègues d'autres départements, c'est également ça, plutôt des experts techniques dans un premier temps, c'est-à-dire que on est plutôt des gens qui aiment bien la technique et la thermique et le bâtiment, l'enveloppe, les systèmes, tout ça, c'est quelque chose qui nous plaît plutôt bien. Donc c'est important d'avoir cette base-là. Mais c'est aussi important d'avoir une appétence pour les relations humaines, puisqu'on va être vraiment en relation en relation directe avec des gens et qu'il va falloir. Alors, on parle d'accompagnement humain parce que la maison, c'est un petit peu le bébé quand même des personnes qui viennent nous voir et il va falloir s'adapter. Et on se forme beaucoup sur ce sujet-là. Vous avez peut-être entendu parler de formation d'accompagnement au changement de comportement. Donc, ça en fait partie de comment communiquer, comment accompagner les gens à changer leurs habitudes, mais à se mettre en marche dans un projet de rénovation. Et pour ça, nous, on se forme également pour être pas seulement des techniciens technicistes, mais d'avoir vraiment ces compétences humaines, c'est très important. Donc, on est à la fois expert technique et à la fois guide, puisqu'on va guider dans l'idée que c'est vraiment toujours les gens qui vont faire leur choix, hein, bien sûr. Mais nous, notre leitmotiv, notre objectif, c'est de réussir à avoir une rénovation performante au final et un projet vraiment cohérent. Parce que on a comme objectif, vous l'avez vu que c'est pas pour rien qu'on a commencé par ces petits pourcentages de consommation d'énergie dans le bâtiment. Notre objectif à nous, c'est de viser une rénovation la plus exemplaire possible et la plus performante possible et de la massifier pour qu'on ait un vrai impact sur nos émissions de CO2 à horizon 2050-2060. Donc, l'accompagnement des particuliers, il inclut tout ça. Il inclut des aspects techniques. Il faut avoir des arguments pour justifier aussi certains choix, des aspects financiers et administratifs. Quant au dit administratif, ça peut être d'aider à la déclaration de travaux, par exemple, et de simplifier les choses pour faire une déclaration de travaux qui est nécessaire si on change ses menuiseries ou si on fait une isolation extérieure, par exemple. Et puis, quand on parle de la dimension sociale, c'est tout ce dont on a parlé juste avant. Merci beaucoup, Mickaël. Est-ce que certains d'entre vous veulent déjà poser des questions ou est-ce que vous voulez qu'on continue la suite de la présentation? C'est moi qui vais prendre la parole plutôt sur la partie formation, les formations qu'on propose un peu en face de tout ça. Donc, si vous avez des questions sur cette partie-là, n'hésitez pas, on peut prendre un petit temps maintenant. Je ne crois pas en avoir vu dans le chat. Vous pouvez même prendre la parole, hein, enfin en tout cas la Oui, tout à demander. fait. Hmm. Oui, oui, je l'avais naturellement fait, pardon, Romain Girard à l'appareil. Merci pour toute cette présentation, c'est effectivement très très riche. J'ai une petite question de contexte pour Michael. Vous semblez évoquer effectivement enfin,
quel est le besoin côté ASDER en termes de volume de conseillers, accompagnement en rénovation? Aujourd'hui, on était 150 inscrits, si je comprends bien, on est une quarantaine de participants présents. Aujourd'hui, la volonté de l'ASDER dans le cadre de la réalisation de ces webinaires, enfin, vous avez un besoin de recrutement déjà connu? Alors, on, on a une grande qualité à l'ASDER, c'est qu'on est plutôt transparent sur la réalité des choses et je pense que tu seras d'accord avec moi, Laurie. On n'est pas dans une période, je vois les questions dans le chat, est-ce qu'on est dans un métier en tension pour l'accompagnateur rénov? Est-ce qu'on est dans un métier actuellement, quelle est un peu la tendance? Clairement, c'est un peu le flou artistique. Nous, on a déjà connu beaucoup de périodes comme ça où finalement, on ne savait pas trop. Effectivement, le budget 2026, on ne connaît toujours pas. On attend l'évolution des aides à la rénovation qui peuvent impacter notamment les accompagnateurs rénov'. Côté conseiller, c'est un petit peu différent parce qu'on a vraiment deux métiers. Il y a les accompagnateurs rénov' qui ont été créés pour répondre à cette rénovation d'ampleur avec l'obligation d'audit et l'ouverture finalement du marché des accompagnateurs rénov' à tout le monde et à tous les privés qui pouvaient se former sur ce sujet. Et puis, il y a les conseillers Info Énergie ou les conseillers France Rénov' qui sont au sein de structures comme l'ASDER qui existent. On est 1500 conseillers France Rénov' en France, hein, dans des structures associatives souvent ou en lien avec des collectivités locales type Agence locale de l'énergie, ALEC par exemple. Euh, et ça, pour le coup, pour 2026, nous, on n'a aucune difficulté. Les collectivités continuent à nous financer comme cette année et l'ANA continue également à nous financer comme cette année. On n'a pas de diminution de postes sur notre espace conseil France Rénov', donc on est plutôt confiant sur le volet voilà, service public. Sur le volet mon accompagnateur Rénov', c'est un petit peu plus délicat de savoir ce qui va se passer. Donc, on on les a pas mises dans le... Mais elles sont incluses, hein, on les a pas mis les structures qui sont opérateurs ANA, type Solia, Urbanis, qui sont également fortement présentes dans le domaine de la rénovation et qui travaillent, avec lesquelles on travaille, hein, notamment sur des collectivités qui sont vraiment, elles, axées sur les ménages très modestes et modestes. Ces structures-là, qui sont également associatives, elles sont aussi un petit peu en perte de vitesse en ce moment, puisque leur accompagnement est fortement lié aux aides financières. Nous, la différence, c'est que on conseille les gens, quelles que soient les aides auxquelles ils ont droit, puisque du coup, on est financé pour les conseiller gratuitement, même si au bout, il n'y a pas des aides locales ou nationales auxquelles ils vont pouvoir prétendre. Et que même si les aides à la rénovation diminuent fortement l'année prochaine, même si je dis si, hein, parce que je ne le sais pas, il y aura toujours besoin d'accompagner des personnes et de guider les ménages vers la rénovation énergétique. On a eu une période vraiment très florissante avec ces 2 dernières années où les aides étaient très, très conséquentes, hein. On pouvait avoir des... Nous, en moyenne, on avait des projets qui étaient aidés à hauteur de 43 000 euros par projet. Donc, c'était des aides très conséquentes, d'où cet arrêt un peu en se disant au secours, côté ANA, on n'a plus le budget suffisant. Mais il n'y a pas que les aides, il y a vraiment besoin d'accompagner la rénovation. Et c'est pour ça que nous, on continue à proposer ces formations parce qu'on y croit, parce qu'on sait que dans ce domaine-là, c'est pas possible qu'il y ait un coup d'arrêt fort sur ce domaine-là. C'est bien un domaine qui doit continuer, c'est celui-là, quoi. C'est très clair, je vous remercie. Et je réponds juste à la petite question, MAR et accompagnateur Rénov', c'est la même chose? Oui, MAR, c'est l'acronyme pour dire mon accompagnateur Rénov'. Donc c'est bien la même chose. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? J'ai l'impression que Michael, elle a bien répondu aux questions dans le chat. Mais si d'autres personnes veulent faire comme Romain, ouvrir leur micro et prendre la parole, n'hésitez pas. Eh bien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc je vais prendre la suite. Moi, je vais vous présenter la formation conseiller accompagnateur innovation. On pourra prendre un temps. Je vais essayer de faire ça efficacement pour avoir un temps à la fin pour avoir aussi des questions et vous pourrez reprendre la parole pour poser des questions à Michael s'il y a des choses qui vous viennent en tête. Je te laisse gérer le chat et possiblement le coupage de micro si besoin, Michael.
Très bien. Donc, je vais maintenant vous présenter en quelques minutes la formation CAR, donc la formation conseiller accompagnateur rénovation que je coordonne à l'ASDER. Cette formation, donc c'est une formation qui dure 15 semaines. La prochaine session, c'est le 4 février. Ce sera la 6e session de cette formation. On a 2 sessions par an. Et c'est une formation qui dure 15 semaines, qui a plusieurs spécificités. La première, c'est qu'elle se passe en majorité à distance. Donc, c'est une formation qu'on appelle du coup hybride. 70% du temps est à distance. Je vous présenterai le calendrier un peu plus loin dans les slides, ce sera un peu plus clair. Mais en gros, il faut garder le tête de 70% à distance, 30% en présentiel, donc à l'ASDER, à Chambéry. Et c'est sans compter aussi une période de 6 semaines de stage. Le 70% en distanciel, ça c'est un peu pour que vous ayez quand même en tête que c'est à la fois du synchrone et de l'asynchrone. Alors c'est un peu un jargon, mais synchrone c'est ce qu'on est en train de faire, donc vous avez quelqu'un en face de vous. Asynchrone, vous êtes sur une plateforme de formation. Je dirais que du coup, si on prend tout le distanciel, il doit y avoir 25% de asynchrone et la majorité du temps, ça reste quand même du synchrone, donc du face-à-face avec un formateur. Pour nous, c'est assez important aussi que vous ayez toujours des gens pour vous aller plus loin sur les domaines de compétences sur lesquels on vous forme. L'asynchrone, c'est bien pour accumuler de la connaissance, mais l'humain, ça reste quand même le mieux aussi derrière pour pouvoir apporter des expériences, enrichir en termes de compétences et avoir quelqu'un en fait pour vous guider aussi et vous accompagner. Cette formation, elle est également certifiante. Alors, je vais essayer de le faire de manière euh, rapide, mais en fait, pour vous expliquer, cette formation, c'est un bloc de compétences de la formation chargée de projet qu'on dispense également à l'ASDER. En fait, on a cette formation longue à l'ASDER qui s'appelle chargée de projet énergie et bâtiment durable, qui dure 1 an, et on a extrait un bloc de cette formation pour pouvoir former au métier vraiment spécifique de conseiller. Elle a vraiment été pensée comme ça pour permettre à un plus grand nombre d'accéder à ce métier, parce que la formation d'1 an n'était pas forcément nécessaire pour des personnes qui souhaitaient accéder à ce métier. Il y a d'autres blocs que je peux vous présenter un peu plus s'il y a des questions par rapport à ça de chargé de projet qui n'étaient pas nécessaires pour ce métier. Le numéro RNCP, vous pouvez aller voir du coup, mais vous verrez, il y a énormément de blocs. Nous, celui qui nous intéresse, c'est le premier, donc le premier bloc de ce numéro RNCP 39748 auquel vous pouvez avoir accès en ligne si vous le souhaitez. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est certifiante? Ça veut dire qu'elle est accessible à plusieurs aides financières, en fait. C'est ça aussi qui est important là-dedans. Comment se déroule la formation? Donc, c'est une formation qui a à la fois des apports techniques, on met en place des études de cas, plusieurs études de cas en stratégie de rénovation, dans la rénovation performante. Enfin voilà, il y a plusieurs études de cas et c'est d'ailleurs aussi l'examen final, je vous le présenterai aussi. Et on fait aussi des mises en situation pratiques. On vous donne accès à notre plateau technique, donc pour des cours tels que menuiserie, matériaux de construction. On fait des mises en situation aussi comme si vous étiez un conseiller, donc ça avec Michael, mais avec d'autres personnes aussi, notamment sur l'aspect communication. Vous aurez en face de vous plus de 20 intervenants, je dis comme ça parce que je pense qu'on est à 20 maintenant tout pile, et qui sont tous des professionnels dans leur domaine d'intervention. Vous verrez un peu en plus de détails à la suite, mais vous verrez qu'il y a en tout 245 heures de cours, mais je verrai un peu plus dans le calendrier. En petite info complémentaire que je vous donne comme ça, durant cette formation, vous passez la formation FIBAT Audit Réno. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais je vais essayer. Accrochez-vous. La formation FIBAT Audit Réno, en fait, une fois que vous l'obtenez, elle vous permet d'avoir une attestation. Et cette attestation, c'est un des premiers prérequis pour obtenir après un RGE, audit énergétique en maison individuelle, et qui est un des prérequis pour être MAR, justement. Parce que cette formation, il faut le savoir, elle vous mène au métier de conseiller, mais elle vous mène également, si vous le souhaitez et qu'il y a des opportunités, à rejoindre des mon accompagnateurs Rénov'. Le contenu de la formation. Donc, Michael vous a bien présenté tout à l'heure les missions du conseiller. Et donc, nous, on s'est aussi basé sur ces expériences-là pour créer les objectifs pédagogiques et les compétences obtenues en face de la formation. Donc, il y a plusieurs objectifs pédagogiques. Ce sont de mobiliser les particuliers, informer et conseiller et accompagner les ménages. Les compétences, c'est un peu la traduction de ça. Mobiliser les particuliers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être en mesure d'emmener les ménages vers des projets de rénovation. Donc, c'est toute la partie un peu sensibiliser, fédérer les particuliers. Concrètement, ça va être capable d'adapter son discours à l'interlocuteur, être capable de sensibiliser. Et donc ça, tout ça, c'est
via, par exemple, des cours de communication et d'accompagnement au changement. On vous fait passer aussi la fresque de la rénovation performante. Je ne sais pas si certains ont entendu parler. Vous aurez des cours de stratégie de rénovation. Vous découvrirez avec nous les outils des conseillers. On vous acculture aussi sur le contexte, les enjeux énergétiques, etc. Enfin voilà, il y a plusieurs cours, plusieurs modules qui vous permettent d'arriver à ces compétences-là. Informer et conseiller, donc là, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc là, c'est être capable de proposer des solutions techniques qui soient adaptées aux contraintes et aux besoins spécifiques des ménages que vous allez avoir en face de vous. Donc là, concrètement, c'est accumuler beaucoup de connaissances. Donc, vous verrez, ceux qui font la formation, ils ont l'impression d'avoir la tête très, très pleine. Et après, c'est être capable de les utiliser en fonction des situations qui sont en face de vous. Donc là, vous aurez des cours de qualité de l'air intérieur, de ventilation, des cours de chauffage hydraulique, de conception bioclimatique, etc. Enfin là, c'est plein de cours, du coup, sur toute la partie technique dont parlait Mickaël avant. Donc, pour faire de vous du mieux qu'on le peut, des experts techniques à la sortie de la formation. Et finalement, accompagner les ménages, cet objectif pédagogique-là, en face, les compétences, c'est de savoir réaliser une visite de site, donc faire l'état des lieux, faire la prise de cote, réaliser l'audit énergétique du bâtiment, et puis ensuite chiffrer et comparer des scénarios de rénovation. Là, on a plusieurs modules aussi qui vous permettent de vous accompagner là-dessus. Donc, on a un module simplement de prise de cote. La formation FIBAT Audit Réno dont je vous parlais avant, elle vous aide aussi là-dedans. On vous aide à prendre en main un logiciel qui, au sein de la formation, nous, c'est CapRénov qu'on a décidé d'utiliser. Et donc, voilà, enfin, c'est plusieurs modules également pour arriver à ces compétences-là. Si ce n'est pas clair ou si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas encore une fois à poser des questions dans le chat. Je vais passer très rapidement sur l'évaluation de la formation. Donc, l'évaluation de la formation conseiller accompagnateur rénovation. Donc, vous avez donc 3 mois et demi de formation. Et on vous demandera de soutenir un projet. Donc, vous avez 2 parties à cet examen. C'est la présentation d'un rapport écrit et la soutenance orale devant un jury. Et ces deux passages-là enfin, ces 2 présentations-là sont sur la réalisation d'un projet d'étude de rénovation d'un bâtiment pour le compte d'un maître d'ouvrage particulier. Donc, il faudra que vous créiez un rapport avec l'analyse de la situation. Donc, vous recevrez des études de cas. On a 2 études de cas différentes. Et vous devez vous mettre dans la peau d'un conseiller, en fait, et faire l'analyse de la situation de l'énoncé qu'on vous fournira avec des plans, la rencontre du maître d'ouvrage pour voir un peu quelles sont ses priorités. Enfin, voilà, et donc vous avez toutes ces choses-là qu'on vous donne pour que vous puissiez faire vous derrière une analyse de la situation, des bilans énergétiques de l'existant et des dimensionnements d'installation. Présenter des scénarios, c'est pas un ou des, c'est des. C'est une erreur ici. On vous demande 2 à minima scénarios de rénovation énergétique et également faire un compte-rendu synthétique et pédagogique à destination du maître d'ouvrage. Pour qui, enfin, vers quel métier et quel employeur on dirige avec cette formation? Donc bon, clairement, cette formation, elle est très métier, hein, donc elle a pour objet de former des conseillers en rénovation énergétique, qui peuvent s'appeler de différentes façons selon les structures que vous allez rejoindre. Ça peut être chargé de mission, ça peut être conseiller habitat, ça peut être conseiller technique, référent technique, chargé de projet. Enfin voilà, vous avez plusieurs types de accompagnateurs rénovation. Vous avez plusieurs types de statuts, de postes, et ça peut aussi un peu changer en termes de mission selon la structure que vous rejoignez. Que ce soit une association, une collectivité, que ce soit Solia, Urbanis, voilà, ça peut un peu être changeant, mais le cœur du métier reste le même. On vous a mis aussi technico-commercial, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui peuvent avoir une appétence commerciale, et il y a de plus en plus des grands magasins de distribution de matériaux qui font appel, qui font des campagnes pour chercher des conseillers en rénovation, et donc on se dit que ça peut être intéressant aussi en fait de mettre à disposition après des particuliers qui vont dans ces grands magasins de distribution. Et d'ailleurs, Mika, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais j'ai entendu d'autres conseillers qui me disaient que de plus en plus il y a des particuliers euh, qui viennent de ces magasins en fait en disant bah, voilà, moi, on m'a proposé ça. Donc ça peut être aussi un premier lieu d'échange avec les particuliers. Donc voilà, ça peut être ce genre de débouché. Des cabinets d'audit et donc encore une fois les magasins de matériaux. Pour être transparente, nous, nos plus gros débouchés, c'est les espaces France Rénov, les Urbanis, les Solia et quelques mares également.
Mais c'est vraiment... Et les collectivités. Et les collectivités. Les communautés de communes notamment qui accompagnent également les particuliers dans leurs projets de rénovation. Pour vous parler du prochain calendrier, donc là, c'est un planning prévisionnel. Donc, le démarrage de la formation, c'est le 4 février 2026. Donc là, si vous voulez vous repérer, en fait, en bleu, c'est toute la partie à distance. Les parties en orange, c'est les parties où on est à Chambéry, où on se retrouve en présentiel. Et en jaune, vous avez les parties en entreprise, donc les parties stage en entreprise. Donc, on se retrouve dès la troisième semaine en présentiel à Chambéry, donc du 16 au 20 février. Comment est découpé le stage un peu? Donc là, voilà, 2 semaines de distanciel, une semaine à Chambéry, vous repartez en distanciel chez vous, ensuite vous allez en stage. Et donc là, en fait, vous avez une première semaine qui est un peu une semaine d'immersion, de découverte, aller à la rencontre de ces futurs collègues de stage, voir comment ça fonctionne. Et après, vous repartez en stage de quasiment tout le mois d'avril et la première semaine de mai pour vraiment agir et être au cœur des missions de la structure. Entre-temps, vous aurez de nouveau eu 2 semaines de distanciel, une autre semaine présentielle à Chambéry, et vous arrivez ici pour les examens. C'est la fin. Là, c'est en fait c'est la soutenance orale, et on vous demande de rendre l'étude de cas. Alors là, c'est pareil, date prévisionnelle aussi, hein, c'est par là. Donc 2 semaines avant la soutenance orale, on vous demande de nous rendre les présentations des rapports écrits. Je voulais aussi vous parler très rapidement de la formation chargée de projet énergie et bâtiments durables, dont je vous parlais avant, pour vous dire que la formation CAR, elle est extraite quelque part de cette formation-là, parce que le métier de conseiller, vous pouvez aussi, bah, bien sûr, y accéder via la formation chargée de projet énergie et bâtiments durables, qui a des débouchés plus divers, dont celui de conseiller, mais aussi de chargé de projet en bureau d'études, de chargé de mission énergie, parce que les fameux blocs dont je vous parlais, qui ne font pas partie de la formation conseil accompagnateur innovation, c'est des gros blocs énergie et renouvelables, et aussi un gros bloc thermique fluide qui permet d'accéder à des travails en bureau d'études. Voilà, ce n'est pas ma formation, donc si vous êtes intéressé par cette formation, n'hésitez pas à prendre contact avec nous aussi, mais elle aura lieu, là, la rentrée a à peine eu lieu, la prochaine ce sera en octobre-novembre 2026. Mais voilà, je trouvais que ça valait le coup au moins de la spécifier parce que c'est une autre de nos formations qui permet d'accéder à ce métier-là. Et comme il y a une question de Chloé dans le chat qui demandait si la formation CAR existait ailleurs qu'à Chambéry, donc pour l'instant non, parce qu'effectivement il y a quand même beaucoup de distanciel, ce qui permet de venir très peu à Chambéry. Et elle est en Bretagne, mais on avait une Bretonne dans la dernière session, je lui disais. On a eu des Alsaciens aussi, des Voilà. Bordelais, enfin voilà, on a des gens qui viennent un peu de partout. Mais on a aussi la formation chargée de projet qui est Oui, dispensée à La Futaie, donc tout à fait. en, en- dans l'ouest. On n'est pas en Bretagne, mais on n'est pas loin de la Bretagne. Non, on en a Euh, un nouveau partenaire, je crois. Alors, en Bretagne? ouais, faut pas Ouais, hésiter à aller sur notre site internet pour voir voilà. où sont dispensées toutes les formations ou à nous appeler. On a une vision, les chargés de recrutement, elles ont une vision très claire des différents centres de formation dans lesquels on dispense la formation chargée de projet, en effet. Et il y avait une autre question, Laurie, c'était que pensez-vous des formations de Claude Lefrançois en habitologie? Donc, je ne sais pas si toi, tu as eu vent de ces Alors moi, j'ai eu des formations. échos Ouais. positifs de la part de certains collègues, mais je ne les connais pas personnellement. Je sais que Claude Lefrançois, en tout cas, c'est quelqu'un qu'on connaît, qui nous connaît et on s'apprécie mutuellement. Il est déjà intervenu dans certaines de nos formations courtes il y a quelques années. Donc, en tout cas, je ne saurais pas vous les recommander ou non, mais je sais que c'est quelqu'un qu'on apprécie plutôt à l'ASDER. Si je dis pas, je te laisse compléter, toi, Mika, si tu connais un peu Ouais, tout mieux. à fait. Techniquement parlant, on est sur les mêmes façons de voir les choses. Donc, c'est plutôt quelqu'un d'intéressant sur ce sujet-là. Après, je connais pas, j'ai pas de retour de personnes ayant fait ces formations. Voilà, c'est Moi plus non ça. plus. Je la connais pas dans le Mais détail, par contre, en effet. c'est quelqu'un de bien. C'est ça. Alors, il y a aussi une question assez longue de Kevin qui est dans le chat. C'est dans l'électricien de métier, j'aimerais proposer des conseils à l'installation, les mots les mêmes. Hein. Est-ce que cette idée risque de poser quelque part? Alors, en fait, la notion de neutralité, effectivement, elle est à la fois vraiment intrinsèque hein, au métier de conseiller dans les espaces conseil France Rénov pour pas avoir de lien, enfin, de ne pas avoir de lien justement pour avoir un conseil le plus objectif possible. Et c'est également ce qui est demandé pour les accompagnateurs Rénov, parce que vous le savez, hein, une des problématiques et aussi une des justifications de de ce stop and go de l'ANA et de cette pause de l'aide MaPrimeRénov' Rénovation d'ampleur, c'est les fraudes.
Et dans le domaine de la rénovation, on est vraiment bien lotis côté fraudeurs. Nous, on les appelle les margoulins, pour faire un petit jeu de mots. Et, et ces margoulins, en fait, ils sont justement liés avec des professionnels. C'est-à-dire qu'ils font des packages pour les gens, ils vont faire un audit plutôt facilitant, montrant qu'il y a effectivement un gain conséquent et proposer des artisans. Bien sûr, les deux structures sont dissociées pour pouvoir faire tous les travaux chez les gens. Donc c'était vraiment la volonté de l'ANA d'avoir quelqu'un d'indépendant et qui ne conseille pas de particulier, qui n'a pas un réseau d'artisans avec lui pour rester dans la neutralité. Donc, ça peut effectivement poser la maîtrise d'œuvre, c'est différent. C'est un autre niveau. Quand on est maître d'œuvre, on peut avoir son réseau d'artisans et proposer les artisans avec lesquels on travaille bien. Et pour le coup, on n'a pas de neutralité dans le sens neutre dont je parlais tout à l'heure, quoi. Et puis, une autre question, c'était les conditions requises pour suivre la Oui. formation, Laurie. Et après, on prendra la question de Jérôme qui a levé la main. Les conditions requises pour suivre cette formation. Alors, si on parle des conditions matérielles, c'est d'avoir un ordinateur, une connexion Internet, etc. Parce que la formation est en grande partie en distanciel. Et ensuite, au niveau des conditions de projet et de profil, les prérequis, c'est d'être de niveau bac plus 2 de préférence, ou alors d'avoir un projet très bien construit et d'avoir des expériences aussi un peu en rénovation dans le passé. Ce que je vous recommande, c'est quand même de candidater et d'en discuter avec nos chargés de recrutement. euh, où vous verrez, enfin voilà, l'échange est toujours bien. Et en condition requise aussi, il y aura un test de maths à passer. Parce que comme le disait Michael, il faut une certaine appétence pour la thermique. Et qui dit thermique dit d'être à l'aise avec certaines notions en mathématiques de niveau troisième, hein, mais quand même pour pas être en difficulté après tout au long de la formation. Alors, la question, c'est les conditions financières. Ah, pardon, conditions financières. Alors, la formation coûte 3 920 euros. Et après, pour vous financer, il y a plusieurs aspects. Alors, ouvert à tous, il y a l'autofinancement, bien sûr, et le CPF, donc le compte personnel de formation. Vous avez également, par contre, pour les demandeurs d'emploi, bah, la possibilité de faire appel à France Travail dans l'intégralité ou pour compléter votre compte personnel votre compte personnel de formation s'il n'y a pas suffisamment d'argent dessus. Et vous pouvez faire appel à vos régions aussi. Il y a souvent des budgets régions qui peuvent être intéressants. Et sinon, pour les personnes qui sont en emploi, il y a un principe très très intéressant, enfin, c'est pas un principe, c'est un financement très intéressant. Ça s'appelle le projet de transition professionnelle. Et donc là, ça vous permet de rester en emploi, de garder votre salaire, mais d'être mis à disposition en fait, enfin d'être en congé, une sorte de congé de formation. Euh, et donc voilà, c'est très bien réglé. Et ça, je vous conseille de parler avec votre conseiller de transition professionnelle. Il y en a dans toutes les régions, de les appeler, de vous intéresser à ce financement si vous êtes en emploi. C'est vraiment très très bien. Jérôme, on peut prendre votre question. Oui, alors la première question, vous venez d'y répondre. Moi, je participe alors je suis un peu à la limite du sujet, mais je pense que c'est intéressant de l'entendre. Et puis vous pouvez peut-être. Je suis arrivé à la formation suite à un certain nombre de MOOC pour un projet personnel de rénovation d'ampleur avec une extension à détruire et à reconstruire. Donc une partie de neuf, une partie de rénovation. J'ai eu affaire au conseiller Solia, etc. Bon, voilà, très bonne personne, rien à critiquer, mais effectivement, c'est compliqué d'avoir des informations un petit peu honnêtes, enfin, puisque la personne est tenue à un certain recul, une certaine neutralité. Euh, et par contre, je regrette dans toutes ces choses, et c'est aussi ma question. Du coup, je suis parti d'un projet avec un architecte, mais qui n'avait pas, je pensais qu'il avait bien compris mon projet, mais qui n'avait pas la sensibilité bioclimatique, vraiment très grosse isolation, qui était ma demande. On se retrouve mené dans des bureaux d'études techniques thermiques qui vous vendent de la RE 2020 et qui sont déjà très contents de faire ça et qui vous présentent ça comme étant déjà une super norme, une super isolation, etc. Aujourd'hui, j'ai le permis de construire et déposer. Je suis à la veille d'être donc maître d'ouvrage et maître d'œuvre. J'y ai tardé à trouver la maison du passif, que si des gens sont intéressés, je conseille fortement en termes de vidéos et d'informations et de réseaux. Voilà, parce que les contacts que j'ai eus m'ont beaucoup plu.
Et aujourd'hui, je suis un petit peu perdu, je suis un peu devenant maître d'œuvre euh, avec les aspects études de sol, responsabilité, enfin toutes les histoires d'assurance et qui fait les plans techniques, qui fait une fois que vous avez fait la partie étude de vos bio, enfin ou de vos matériaux biosourcés, etc., de votre bilan thermique, est-ce que vous avez des sites ou des MOOC ou des formations à conseiller pour bien, est-ce que c'est l'entreprise choisie qui, au final, fait les plans techniques? Est-ce qu'il faut prendre un bureau d'études techniques pour pouvoir soumettre les devis aux entreprises? Non, mais à un moment donné, les entreprises bloquent. Si on est sur des petits travaux, je veux dire changer ses fenêtres ou mettre une chaudière, on n'a pas besoin de plan. Mais si on est sur une rénovation d'ampleur, Alors, du coup, Jérôme, la question c'est quoi? C'est de quoi avez-vous besoin pour continuer à avancer ou quels sont les... comment ça se passe en général? Qui fait les études Eh bien, techniques? il y a aucun projet identique. C'est ça qui est chouette d'ailleurs dans ce métier-là. C'est vraiment ça qui est chouette. Mais un peu Et galère c'est un peu, quand mais c'est un peut-être qu'on premier projet. pourra continuer au téléphone ou par échange Ok, mail si vous le souhaitez, parce que comme c'est un projet assez personnel, mais avec plaisir pour échanger sur ce sujet-là, on vous donnera, je peux vous donner mon mail à la fin. Euh, mais vraiment, dans ce milieu-là, effectivement, là où vous en êtes, ben, soit vous gérez vous-même la maîtrise d'œuvre, soit vous la faites gérer par un architecte ou un bureau d'études maîtrise d'œuvre, c'est tout à fait possible ouais, aussi. mais alors localement, enfin, excusez-moi, j'interromps parce que localement, si vous voulez, je me suis heurté à m'apercevoir que les gens ne comprenaient pas ou ne voulaient pas faire ce que Oui, j'attendais. ça c'est possible aussi selon certaines régions. On n'a pas forcément toujours les bons interlocuteurs. Mais si vous voulez, nous, on a quand même beaucoup de contacts un petit peu partout en France, puisque tout notre réseau d'anciens stagiaires s'est dispatché dans toute la France et on a de nombreux contacts qu'on peut éventuellement vous communiquer. Si vous pouvez juste me mettre votre mail dans le chat et comme ça, je vous enverrai les informations si vous le souhaitez, quoi. Hein, Ok. si ça vous va comme ça. Et du coup, il y avait d'autres questions, Laurie. C'était Dans le stage, oui. pour le stage, ouais. Dans le chat sur le stage. Voilà. Donc, il y a la question de la noix Jason. Vous parlez de stage en entreprise. Devons-nous trouver une entreprise avant de rentrer en formation? Alors, dans un monde idéal, oui, c'est mieux. Comme ça vous fait une chose de moins à chercher. Si je, euh, si je regarde, et puis comme ça, vous aurez plus de temps. En fait, vous voyez, quand vous rentrez en formation, donc disons le 4 février, vous avez quelque part presque un mois pour avoir l'entreprise. Mais ici, là, vous allez rentrer dans une sorte de tunnel où vous allez commencer à avoir beaucoup de cours, beaucoup de connaissances, beaucoup de choses à faire, beaucoup de révisions à faire, etc. Donc, si en plus vous devez trouver un stage, je ne vous le conseille pas. Donc, ce que je vous conseille le plus, c'est de trouver un stage en amont, d'aller taper à droite, à gauche, aux structures autour de vous. À partir du moment où vous rentrez un peu dans la structure, où vous candidatez, où vous êtes accepté, nous, on vous donne on vous accompagne dans la recherche de stage avec, avec des documents spécifiques pour les entreprises, avec des idées d'annuaires à aller regarder. Et une fois, par contre, c'est vrai que si vous n'avez toujours pas de stage, là, on rentre en mode intensif accompagnement à partir du 4 février. Vous avez un référent, vous avez accès à un annuaire d'entreprise et on vous aide plus personnellement, on peut vous donner des contacts. Donc ça, c'est sûr, bien sûr, on vous accompagne là-dedans si vous rentrez dans la formation. Mais l'idée, c'est que vous fassiez vous-même votre réseau et d'être tranquille quand vous rentrez en formation et surtout de bien vous renseigner. En fait, justement, c'était un peu l'idée aussi de vous présenter l'écosystème de la rénovation, c'est de vous faire une idée un peu plus précise de où est-ce que vous, en tant que conseiller, vous pouvez intervenir sur donc les ECFR, les SOLIA, les urbanistes, tout ça. En fait, c'est des choses qui peuvent vraiment répondre aux attendus du stage. Et encore une fois, si vous rentrez dans la formation, nous, on vous donne encore plus de billes que ça pour pouvoir taper aux bonnes portes. Et pour répondre aux Euh, questions sur l'indépendance ou pas des mares hein, qui mm, revient, on peut avoir des accompagnateurs rénov. Donc, accompagnateur rénov et mare, c'est la même chose. Hein. mm. C'est le diminutif mon accompagnateur rénov, inventé par l'ANA. Ne demandez pas trop comment ça sort, ces choses-là. Mais voilà, c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Mon accompagnateur rénov, c'est l'accompagnateur rénov nécessaire pour valider les aides financières à la rénovation d'ampleur. Et après, donc ça, c'est des personnes qui soit sont, nous, on est typiquement certaines structures France Rénov sont accompagnateurs Rénov. D'autres indépendants se sont créés, étaient déjà bureaux d'études et
ont pris cette casquette accompagnateur rénov. Il suffit d'être validé par l'ANA locale et la DDT locale. Et puis, il peut y avoir des architectes qui soient accompagnateurs rénov également pour pouvoir faciliter les projets qu'ils accompagnent. Donc voilà, il y a beaucoup de cas pour les mares. Et nous, localement, on a des petites structures qui se sont montées en indépendant pour être accompagnateurs rénov. Alors, Chloé dit aussi, Française ne finance plus rien. Alors, peut-être en fin d'année, ça dépend lesquels. C'est vrai qu'il faut peut-être attendre plutôt le début d'année pour retrouver des financements. Mais nous, on a souvent quand même alors, surtout, en fait, des comptes personnels de formation qui sont abondés par France Travail. Ça arrive très régulièrement que, par exemple, je sais pas, la personne n'a que 2500 sur son compte et France Travail va venir apporter la différence. Quel est le taux d'insertion professionnelle à 6 mois après la formation et le salaire moyen? Alors, pour être tout à fait transparente, j'ai pas eu le taux d'insertion encore de la dernière session qui est sortie. Alors, il y en a une qui est tout juste sortie là, le 9 décembre, donc c'est vraiment très tôt. Mais jusqu'en les taux d'insertion depuis fin 2024, on était à 80%, 83 même d'insertion professionnelle. Le salaire moyen, ce que je peux vous donner, c'est le salaire moyen des conseillers, mais je n'ai pas fait encore d'études de ceux qui sont sortis de notre formation en particulier. Mais la rémunération, selon le nombre d'années d'expérience, la structure que vous rejoignez, ça peut évidemment, bien sûr, changer d'une personne à une autre. Parce que parfois, il y a des personnes qui nous rejoignent, qui ont quand même un peu d'expérience dans le domaine du bâtiment, enfin, je sais pas, qui ont pu être, par exemple, agent de maintenance ou qui ont pu travailler dans le domaine, donc qui vont pouvoir accumuler ça en années d'expérience. Mais peu expérimentés, nous, les chiffres qu'on a, c'est entre 23 et 29 cas bruts. Expérimentés entre 30 et 38, très expérimentés entre 38 et 55, encore une fois, selon la structure que vous rejoignez. Et c'est par an. C'est un brut annuel moyen que je viens de vous annoncer. Le chat, je reprends. Donc ça, oui, c'est la même chose. Quel type d'organisme entreprise emploie les accompagnateurs? Alors, si on parle des conseillers, du coup, c'est ce qu'on se disait avant. Donc, c'est les associations, les collectivités, les espaces conseils France Rénov, les associations de type Solia, Urbanis, les ALEC, donc toutes les structures qui accompagnent les ménages dans leurs projets de rénovation individuelle. Et après, les accompagnateurs, ça a un peu cette connotation, du coup, mon accompagnateur rénov. Donc là, bah, c'est vraiment, vous avez des annuaires, des mares auxquels vous pouvez vous référer. Est-il possible d'exercer en libéral la profession en se mettant à son compte? Avez-vous des exemples? Alors oui, on a des personnes qui souhaitent et qui se sont mis. Là, j'ai une personne là, qui vient tout juste de sortir de décembre qui fait de la création d'entreprise pour se mettre à son compte, pour faire de l'audit et de l'accompagnement. Il faut quand même avoir un certain bagage. C'est-à-dire que ça dépend vraiment de votre passé professionnel. Là, la personne, en l'occurrence, elle avait un passé professionnel dans le bâtiment, donc elle a pu se permettre de faire ça. Mais très sincèrement et très sincèrement, si vous venez et que vous n'avez jamais d'expérience dans ce domaine, que vous faites 3 mois et demi de formation, moi, clairement, je ne vous conseille pas du tout de vous mettre à votre compte. Je vous conseille de travailler dans une structure telle que la nôtre, par exemple, qui va vous accompagner, va vous former, va compléter un peu cette formation, parce que quelque part, même au bout d'un an de formation, c'est bien aussi de se frotter à la pratique pendant un peu plus que quelques semaines, et pour vous parfaire et ensuite pouvoir vous mettre à votre compte. Donc, je crois avoir répondu à comment se passe la recherche de stage et au réseau d'entreprise. Michael, tu as le numéro de téléphone et l'adresse mail de Jérôme Brochet pour prendre contact avec lui. Je suis en CDI, dois-je démissionner pour suivre cette formation? Eh bien non, justement, le principe du projet de transition professionnelle, donc ce financement, il s'adapte vraiment bien au CDI. C'est-à-dire que bah là, par exemple, j'ai une personne qui a suivi la formation, qui était en CDI. Elle suit la formation, elle est en transition professionnelle, ça s'appelle, elle est financée comme ça. Son salaire est maintenu, les frais de la formation sont payés. Elle suit la formation et à la fin, elle retrouve son poste, si elle le souhaite, ou elle peut démissionner pour aller trouver un métier dans son domaine. Cela fait près de 2 mois que je cherche une immersion professionnelle. Ce n'est pas faux de démarcher. Solia Bah, n'a j'ai même pas. répondu. Ah, d'accord, très bien. Sans marre, on ne peut pas avoir d'aide. Tu as répondu aussi pour moi. Je dois lui laisser. Ta, ta, ta. Bac plus 5, je suis obligée de suivre tous les modules de la formation. Alors, bah alors ça dépend. On peut faire de l'adaptation de parcours, en effet. C'est pas tant votre niveau d'études qui va faire foi pour adapter la formation et vous enlever certains modules. C'est surtout ce que vous avez comme connaissance. Et l'autre question, combien y avait-il d'inscrits à la dernière session? La dernière session, il y avait 8 stagiaires et on est plutôt normalement sur des groupes entre 11 et 15. Enfin, d'inscrits, de participants, parce qu'on avait plus de candidatures que ça, mais à la fin, on avait un groupe de 8 personnes.
Moi, je suis arrivée à la fin des questions dans le chat. J'espère que j'ai été claire. Vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez, si vous avez plus de questions. Jérôme, vous avez toujours votre main levée, mais j'imagine que c'est parce que vous ne l'avez pas encore baissée. Oui, après j'en profite. Est-ce que vous avez déjà envisagé de faire une formation pour des gens qui auraient envie d'acquérir un certain nombre de connaissances pour mener leur projet? Voilà, parce que euh, bon, moi je vais pas faire la formation de 4 mois, encore que ça m'intéresse beaucoup, mais quand on regarde le coût de la formation et pour quelqu'un qui est en activité, qui a un projet immobilier assez conséquent, c'est pas forcément déraisonnable. Et quand on veut mener un projet et qu'on voudrait le mener bien pour acquérir un peu une partie des compétences des accompagnateurs rénov et puis aussi un certain nombre de tuyaux sur le fonctionnement dans le métier. Enfin, comprendre le rôle de l'architecte, c'est relativement simple et en même temps plus complexe que ça, etc. Et puis que ça soit l'occasion d'un échange vrai, je dirais, dans une formation, on peut parler vrai. On n'est plus là dans un rôle de conseilleur France Rénov qui peut pas dire prenez tel type d'entreprise, attention à tel autre, etc. Alors, on est presque sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'accompagnement à l'autoréhabilitation. Mm. Et en fait, on est en train de développer ça, nous, typiquement en Savoie, là, sur un territoire. Et on va proposer, mais plutôt des formations pratico-pratiques qui comporteront une partie théorique et une partie pratique, type mettre en place l'isolation intérieure sur nos plateaux techniques avec la Oui. gestion de l'étanchéité à l'air, etc. Mais voilà, ça c'est en train d'être mis en place. Et autrement, bah, on a de nombreux MOOC qui sont Mm. quand même présents. On pourra vous envoyer peut-être la liste des MOOC. Et c'est vrai qu'on a des MOOC qu'on a fait avec l'AQC sur les risques et les désordres. On a des MOOC vraiment rénovation performante. On a un MOOC gestion de l'humidité dans le bâti. On a pas mal de Pour ceux MOOC qui connaissent pas les spécifiques, MOOC, ouais. c'est des formations en ligne et gratuites. Oui, voilà. Et elles sont très très bien. Enfin, j'en ai fait un certain nombre et ça Voilà. permet de monter tout seul en compétences et un bon dialogue avec les entreprises, quoi. Tout à fait, ouais, ouais. Donc voilà ce à quoi je pense comme ça. Et puis après, ben ouais, Puis c'est un peu l'AQC peut ouais. être aussi L'AQC, source ouais. de beaucoup de ressources. Justement, ils mettent plein de choses Mm. euh, euh, à disposition. Et je pense à nous sur un projet sur lequel on travaille, le projet Interface, où justement, alors c'est pas tout de suite sorti, mais il va y avoir plein de ressources aussi avec l'AQC qui seront mis à disposition pour, comme vous l'écrivez, des AQC? MOOC. AQC ou les MOOC. Alors, les MOOC, si vous voulez les trouver, c'est sur la plateforme MOOC Bâtiment Durable. AQC, c'est AQC comme je l'ai écrit là dans le chat. Agence Qualité Construction. Mm. Voilà. Et je veux bien échanger avec vous, Michael, au téléphone plus Ouais, tard. très bien. Bon, voilà. Merci. Très bien. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je n'en vois pas d'autres. Ah, je peut-être une autre dans le chat. Ah non, ah, merci. Merci. Bah, merci à tous. Merci beaucoup à tous pour vos questions. C'était très riche d'échanges. Donc, merci beaucoup. Et bah, je vous souhaite une bonne journée et peut-être à bientôt en formation ou autre. Très bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.